Comment c'est possible? 1, 2, 3. Got the next? Le trait rouge, c'est l'équateur. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le trait qui sépare le pôle Nord et le pôle Sud. Ce guide touristique devant tous les touristes va tout simplement laisser l'eau couler sous le trait de l'équateur. Vous l'avez remarqué, quand elle verse de l'eau exactement au centre, l'eau s'écoule tout droit. Là, elle va fermer le bouchon et elle va changer de côté et aller cette fois-ci au sud. Alors je vous le dis tout de suite, elle va faire le sud, ensuite le nord. Et à chaque fois, ça sera pas du tout la même chose. Normalement, ce phénomène, il a un nom. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, dites-le moi dans les commentaires. Pour pas trop attendre, je vous avance la vidéo. La dame, elle va renverser l'eau et je vous rappelle qu'on est au sud. Et là, elle va remettre le récipient en bas. On voit que l'eau commence à tourner dans un sens. Elle ne descend pas tout droit comme quand c'était au milieu. Cette fois-ci, elle va changer de côté et elle va se mettre au côté nord. Devant tous les touristes, elle va renverser l'eau. Vous allez remarquer avant même qu'elle ouvre le bouchon, l'eau a changé de comportement. Elle tourne dans l'autre Ça, sens. j'avais déjà j'avais déjà vu dans d'autres vidéos, en fait, j'en ai vu pas mal, mais ça fait déjà un petit moment. Mais je sais pas exactement si c'est vrai ou pas, parce que quand j'en parle, des fois on me dit oui, des fois on me dit non, donc je sais pas exactement, mais je sais que j'avais déjà vu. L'argent que tu as à la banque n'existe pas, tout repose sur un système de confiance. Voici comment est-ce que la banque joue avec ton argent. Et je vais t'expliquer comment contrer ça. Tu crois que ton argent dort à la banque utilise un système qui s'appelle la réserve fractionnée. Et c'est important de savoir ça pour pouvoir contrer le système. Quand tu fais un dépôt de 10 000 euros sur ton compte, la banque ne garde pas les 10 000 euros. Selon les pays, elle garde seulement 1 à 10% en réserve, seulement pour gérer les retraits au quotidien. Tout le reste, elle le prête pour des crédits immobiliers, conso, voitures et tout le tralala. Et quand ces crédits sont dépensés puis redéposés, une autre banque pratique le même système de réserve fractionnée, c'est-à-dire qu'elle prête 1 à 10%. Et les 90 autres pourcents de la somme déposée sont encore prêtés. Donc à partir d'un seul dépôt, le système peut créer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de dettes, qu'on appelle monnaie. Robert Kiyosaki, dans son livre Seconde Chance, disait que c'est pas l'argent qui fait tourner l'économie, c'est la dette. Toi, tu mets ton argent à 0,5 voire 1%, la banque, elle, le revend à 3, 5 voire 10%. Et le plus ironique, ton argent en banque n'existe pas. Tout repose sur un système de confiance. Si tout le monde essaye de retirer son argent au même moment, l'économie de la banque s'écroule. Il n'y aurait pas assez d'argent pour pouvoir payer tout le monde. C'est pour ça que Robert Kiyosaki disait: les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler la dette. Moralité, soit tu comprends la règle et tu joues avec la banque, soit tu restes le joueur qui finance la partie et qui fait augmenter l'inflation. Peace, la team Hustler. En vrai, c'est chaud quand même, parce que quand on sait que du coup notre argent ne s'appartient pas vraiment, qu'on peut pas retirer tout notre argent, se demander pourquoi, etc. Bah là, on comprend vite en fait. C'est parce qu'ils utilisent notre argent pour s'enrichir et endetter d'autres gens pour continuer à s'enrichir en fait. Le système marche sur la dette, et du moment que ça reste comme ça, en fait, ça pourra pas forcément évoluer. Parce que l'objectif, c'est d'endetter les gens pour gagner de l'argent. Donc comment ça peut marcher comme ça? Tu t'es déjà demandé pourquoi le temps passe de plus en plus vite en vieillissant? Tu te souviens quand t'étais petit, une année d'école ça semblait durer une éternité. Mais en grandissant, les jours, les mois et les années ça passe super vite maintenant. C'est flippant mais il y a vraiment une explication derrière ça. Et en plus tu vas voir, il y a même une façon de faire en sorte que la vie te paraisse à nouveau plus longue. En gros, faut imaginer ta vie comme une suite de petites cases. Quand t'as 5 ans par exemple, une année d'école ça représente une énorme partie de ta vie, environ 20%. Et quand t'as 25 ans, une année ça représente une toute petite partie de ta vie, environ 4%. Donc forcément, au plus tu vieillis, au plus une année ça devient une minuscule partie de ton total et ton cerveau du coup l'aperçoit comme plus petite. Mais il y a un autre truc un petit peu plus triste, c'est que quand t'es enfant, tu découvres tout pour la première fois. Et ton cerveau il est programmé pour garder les moments différents, nouveaux, excitants, mais il supprime tout ce qui est répétitif. Sauf qu'au plus tu vieillis, au plus la routine s'installe. Tu vis moins de premières fois et du coup ton cerveau il enregistre moins de moments marquants. Et résultat, quand tu regardes ton année, elle paraît super courte parce que t'as rien à raconter et du coup le temps semble passer super vite. Mais la bonne nouvelle c'est que tu peux hacker ton cerveau. En théorie, si tu vis plus d'expériences nouvelles, excitantes et différentes, ton cerveau les mémorisera mieux et le temps te paraîtra à nouveau plus lent. C'est vrai que ça, c'est un phénomène que j'ai déjà remarqué par moi-même et que pas mal de gens me disaient quand j'étais petit, que plus je grandirais et plus le temps passerait vite. Et ça pourrait être une des raisons, hein. Après, c'est pas impossible, c'est pas impossible du tout. On nous cacherait pas quelque chose? Le gouvernement conseille à la population de se munir d'un kit d'urgence en cas de situation de crise. On vous détaille ce qu'il contient. 6 litres d'eau potable par personne en bouteille, de la nourriture non périssable et n'ayant pas besoin d'être cuite, une trousse de premiers secours, des médicaments, des vêtements chauds et une couverture de survie, une lampe de poche avec des piles de rechange, des bougies, briquets ou allumettes, une radio à pile pour se tenir informé, des outils de base comme un couteau suisse ou un ouvre-boîte, un chargeur de téléphone portable, un double déclencheur
clés de votre maison et ou de votre voiture, une paire de lunettes de vue de secours, de l'argent liquide, une photocopie des documents importants comme sa carte d'identité ou une ordonnance médicale pour les personnes ayant besoin d'un traitement par exemple, et des jeux pour faire passer le temps. Ce kit doit permettre d'être autonome pendant les 72 premières heures après une crise selon le gouvernement. Par crise, il entend par exemple des catastrophes naturelles pouvant entraîner des coupures d'eau ou d'électricité. Le sac doit être placé dans un endroit facile d'accès et il est important de vérifier son contenu au moins une fois par an pour s'assurer que les médicaments ne soient pas périmés par exemple. Le gouvernement indique qu'il y a 3 choses importantes à avoir en tête en cas de crise: boire et manger, avoir chaud et se soigner. Vous pouvez retrouver ce guide en ligne sur tous les sites gouvernementaux, ceux des préfectures et des mairies. À noter qu'il s'agit là d'une mesure de précaution pour prévenir tous les risques, y compris les risques les moins probables. À l'inverse, avec le changement climatique, les risques de catastrophes naturelles sont plus importants. Est-ce que vous vous imaginez, en temps de guerre, courir avec votre pactage qui fait au moins 20 kilos? Ayez la vision. Bref, franchement, j'en connais un qui aimerait bien rester au pouvoir et qui se dit et si on déclenchait vraiment une guerre? Non mais c'est un truc de dingue, vraiment. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Je pense que oui. Cette vidéo, je l'ai eue sur Hugo Décrypte, donc comme c'est un peu Monsieur Macron, hein, le petit Hugo, donc je pense qu'il dit pas de la merde. Donc voilà, c'est un petit peu son copain. Donc voilà, mais franchement, qu'est-ce que vous pensez de ce kit qui fait au moins 20 kilos à vue de nez? Pour les familles nombreuses, comment ça se passe? Enfin, et pour tous ceux qui arrivent même pas à terminer les fins de mois, comment ils vont faire pour mettre ça de côté déjà? Je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment pour faire peur à tout le monde. Je trouve ça fou. C'est vraiment n'importe quoi. Ils vont se faire eux à eux-mêmes leur guerre parce qu'il n'y a personne qui la veut. Je trouve ça vraiment inadmissible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce kit de survie. En vrai, c'est censé signifier quoi en fait? C'est censé signifier qu'il compte me lancer en guerre pour rester au pouvoir? C'est censé signifier quoi? Qu'il va y avoir des cataclysmes? Enfin, je sais pas, là, il cherche à faire quoi? À faire peur au peuple pour je sais pas quelle raison, pour justifier des conneries qu'il va faire plus tard. En vrai, ça sert à quoi de faire ça? Ce que je comprends, c'est bien d'avoir des choses de survie au cas où s'il y a un problème. Moi-même, je ferai ces choses-là, me faire un petit guide de survie, tout ça. Mais après, là, pourquoi il fait ça comme ça? Il cherche à faire peur aux gens ou quoi? Vous n'êtes plus capable de vous ennuyer. Vous avez certainement vu passer cette tendance où des jeunes de 20 ans lâchent leur meilleur iPhone 17 Pro Max pour aller acheter un dumb phone, donc des très vieux téléphones, souvent à clapper, ou des appareils photo numériques des années 2000 qui pour la plupart font des photos floues. Alors bien sûr, on peut se dire, oh c'est une mode vintage, ça remet un peu de style, c'est comme les écouteurs, vous savez, avec le fil. Ah mais non, pas du tout. Parce que si vous creusez un peu plus le sujet, vous réalisez que c'est beaucoup plus profond. Et honnêtement, c'est assez triste. On est face à une génération qui est en saturation cognitive totale. Nous, donc ceux qui ont grandi dans les années 90, on a connu le luxe d'être injoignable. On a connu les trajets en voiture, à regarder la pluie sur les vitres pendant 4 heures, d'affilée. C'était chiant. Totalement, je suis d'accord. Mais les neurosciences aujourd'hui nous expliquent que c'est vital. Quand vous ne faites rien, votre cerveau active ce que l'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est un état où le cerveau trie les infos, construit votre identité et surtout génère de la créativité. Et le problème aujourd'hui avec les nouvelles générations, c'est qu'on a tué l'ennui. Dès qu'il y a 3 secondes de vide, on sort le téléphone. On ne laisse plus notre cerveau se mettre en veille. Du coup, si la Gen Z achète ces vieux portables, ce n'est pas pour une nostalgie d'une époque qu'ils n'ont même pas connue. C'est une stratégie de survie. Ils payent pour acheter du silence. Ils payent pour avoir le droit de ne plus être notifiés. Alors après, notifier de quoi? Bien sûr, on peut partir sur des débats. Le fait qu'aujourd'hui, toutes les notifications peuvent nous faire peur. Et c'est là le paradoxe de notre époque. La technologie la plus luxe aujourd'hui, ce n'est pas celle qui en fait le plus, c'est celle qui va nous laisser tranquille ou qui va nous faire paraître que l'on est tranquille. Alors la prochaine fois que vous voyez une photo pixelisée sur Instagram, dites-vous que c'est peut-être le seul témoignage d'une personne qui a essayé de se déconnecter et pas forcément un effet de mode. Après, c'est vrai hein, que quand je regarde souvent autour de moi, dès qu'il y a de l'ennui, on regarde directement le téléphone. Après, ça pourrait m'arriver aussi de scroller un petit peu, je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, j'écoute aussi beaucoup de musique pour pouvoir réfléchir, penser, m'ennuyer un peu et me dire, bah, en fait, j'ai envie de faire quelque chose, de bouger. Parce que c'est vrai que quand on a tout le temps l'attention, parce qu'en soi, c'est ça, en fait, c'est l'attention qui a été captée. Quand on a tout le temps l'attention captée par quelque chose ou un écran, et ben en fait, on reste assis et on fait plus rien, en fait. Donc c'est vrai que bah, je comprends la jeune génération qui a envie de se déconnecter un peu de tout ça et faire bah, comme les anciennes générations, parce qu'en soi, c'était pas si mal. Il faut se rappeler que c'est un outil et pas un besoin. On t'a menti depuis toujours. La tête que tu vois quand tu te prends en photo, c'est pas ta vraie tête. Je t'explique. Et pense à t'abonner, je te fais une vidéo par jour sur ce compte. Quand quelqu'un te regarde, il te voit toujours dans le même sens. Mais toi, tu te vois presque toujours dans un miroir. Et ça change tout. Ton visage n'est pas parfaitement symétrique. Personne ne l'est. Mais ton cerveau est habitué à ta version inversée, celle du miroir. Quand tu te vois en photo, l'image n'est plus inversée.
Du coup, tes yeux, ta bouche, tes expressions ne sont plus exactement là où ton cerveau s'y attend. Résultat, ton cerveau panique. Il reconnaît ton visage, mais pas dans le bon ordre. Alors il te donne une sensation étrange. Ça ne va pas, je suis bizarre, je suis moche sur cette photo. Mais en réalité, les autres te voient comme ça depuis toujours. La photo, c'est pas une version ratée de toi. C'est juste la version que les autres connaissent. Et que ton cerveau découvre pour la première fois. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu te détestes en photo. Et pense à t'abonner, je te fais une vidéo par jour, tu te coucheras moins bête ce soir. Je sais pas si ça fait autant que la voix quand on entend qu'elle est plus aiguë, etc., et que ça nous plaît pas. Je sais pas si ça fait autant avec avec le miroir et nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on se voit pas directement, il y aura peut-être des petites légères différences. Je sais pas. Ça fait des mois qu'il y a des moines qui marchent et qui actuellement traversent les États-Unis. Ils sont partis du Texas pour arriver à Washington. Sachez que ça fait à peu près 23 000 miles. Dites-vous que 1 mile, c'est à peu près 1,4 km. Ils vont prendre à peu près 120 jours à réaliser cette marche. 120 jours, c'est limite une demi-année. Ils n'ont pas pris la meilleure période parce qu'actuellement il fait froid. Faut savoir que dans le groupe des marcheurs, il y a un chien. Un chien qu'ils ont trouvé pendant une marche en Inde. Il les a suivis et qui ne les a jamais lâchés. Sachez qu'actuellement les Américains sont hyper touchés de voir ces moines marcher. La plupart des gens essayent de les suivre, il y en a qui essayent de les nourrir. Dites-vous que des fois ils sont même escortés par la police. Le but vraiment de cette marche, c'est de donner de l'amour, c'est d'apporter la paix, de montrer de la compassion dans les États-Unis mais aussi dans le monde entier. Ils ont encore plus que 64 jours à faire. En fait, moi je trouve ça tellement beau. Ok, on n'a pas tous la même religion, on n'a pas tous les mêmes croyances, mais quand tu regardes un truc comme ça, comment ne pas trouver ça beau? Ils sont là, ils ont abandonné leur taf, ils sont partis marcher limite une demi-année. Et tout ça pourquoi? Pour la paix, c'est magnifique. Quand même, et puis c'est un beau message de paix. C'est vrai que après les moines, ils sont plus pour la paix que autre chose, et puis ils ont pas forcément la même façon de vivre que nous. Après, ils sont pas tous que dans leur bâtiment de moine, mais normalement, il y a quand même une note mentale un peu différente. Bonsoir à tous. Alors, quel est ce document révélé par le Canard enchaîné? Eh bien, c'est un document envoyé par les services du ministère de la Santé et qui n'avait pas été rendu public. Il est adressé au directeur des agences régionales de santé. Voilà ce que l'on peut y lire. Il faut que toutes les agences de santé de France soient prêtes d'ici mars 2026 pour un engagement majeur, en clair, à une guerre. Ce que confirme cet autre passage. Dès à présent, le travail de planification engagé doit sensibiliser la communauté soignante aux contraintes d'un temps de guerre. Et le message insiste, tout le monde est concerné, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, les anesthésistes, les réanimateurs. Il s'agit, je cite, d'une mobilisation massive des professionnels de santé, quel que soit leur secteur d'activité. Alors, quelles sont les consignes dans cette note? Eh bien, elles sont très concrètes. Il s'agit de créer des centres médicaux spécifiquement dédiés au retour des blessés de la zone de combat, en quelque sorte des hôpitaux de campagne. Ils doivent être capables d'accueillir environ 100 soldats par jour pendant 2 mois, voire 250 en 3 jours pendant les pics d'activité. La note indique que ce serait une population masculine, jeune et apte au combat. Avec cette précision, ces centres accueilleraient des soldats français, mais pas seulement. L'Hexagone se prépare à devenir une base arrière pour les Alliés, note le Canard enchaîné. Il faut imaginer une infirmière au chevet d'un soldat polonais, les poses de perfusion d'un soldat allemand ou encore les pansements compressifs d'un soldat lettonien. Au-delà de ces centres médicaux, les soldats français seraient dirigés vers les hôpitaux militaires déjà existants. Il y en a 8 en France. Mais la note insiste bien, les hôpitaux publics devraient être mobilisés pour accueillir les autres. Nous avons fait un rapide calcul, 100 soldats par jour, cela fait 500 000 pendant 6 mois. Les médecins sont les premiers surpris. Voilà ce que nous déclare Mathias Vargon. Il est chef des services d'urgence à l'hôpital. Je trouve cela complètement dingue. À l'heure où les hôpitaux vont devoir réduire la voilure, on fait comme si cela n'existait pas. On demande de mobiliser des gens qui sont déjà mobilisés. Écoutez maintenant Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière. Ces hypothèses extrêmes qui sont envisagées ne sont pas les hypothèses que nous testons quotidiennement, alors même que les hôpitaux de référence, et notamment l'hôpital Lariboisière en cas d'attaque chimique, s'exercent. Je peux vous dire à peu près, nous pouvons faire face en Île-de-France à un afflux de 200 personnes victimes d'un attentat chimique, mais on est très loin des 100 000 proposés dans le plan, évidemment.
Merci, Lucie. Non, mais juste, c'est important quand même de se le mettre en tête parce que j'ai fait une vidéo hier où il y a des gens qui disent oui, mais les réseaux, vous faites que de raconter de la merde pour faire peur aux gens. Pour tous les ignorants de la ville qui sont toujours en train de venir faire les malins, à dégager tout scénario et en se disant que c'est pas possible. Vous avez quand même la mémoire sacrément courte, parce que je vous rappelle qu'il y a 5 ans, quand il y a une certaine pandémie qui a commencé à arriver en Chine, vous étiez les premiers à dire « Oh, mais il va rien se passer, il se passera rien, ça va rester là-bas ». Et 3 mois plus tard, vous étiez tous dans vos maisons, vous aviez 1 heure par jour pour sortir vos chiens et vous pouviez même plus aller faire vos courses. Donc avant de faire les malins, à toujours vouloir dire « ça n'arrivera pas », bah mettez-vous dans l'idée que ça peut arriver. D'accord? Parce que ce qui s'est passé il y a 5 ans, jamais de la vie t'auras anticipé. Donc, d'après notre chère ministre de la Défense, elle nous explique que tout ça n'est qu'anticipation. D'accord? Que c'est un travail d'anticipation qu'il faut toujours avoir, comme c'était le cas pendant la pandémie. Alors, vous m'expliquez quelle anticipation il y a eu pendant la pandémie, parce qu'il n'y en a eu aucune. C'est des conneries, d'accord? Il y a 2027 qui arrive, une entrée en guerre de la France donnerait aujourd'hui une légitimité à Emmanuel Macron pour jouer avec la Constitution, pour pourquoi pas reporter les élections de 2027. Moi, ce scénario-là, je l'ai dans ma tête depuis plusieurs années. J'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure du temps, il va se confirmer. Donc on en reparlera. En tout cas, vous pouvez faire toute l'ignorance, vous pouvez avoir toute l'ignorance que vous voulez, en vous dégageant du fait que tout ça n'arrivera pas. Vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous faire paniquer. Par contre, rentrez quand même dans un scénario dans vos têtes que tout ça est possible. Parce que quand tu commences à vouloir mobiliser tous les soignants de ton pays, c'est qu'il se trame quand même quelque chose de pas très clair derrière. Ils sont complètement tarés. Ils parlent de sacrifier les plus jeunes à la guerre alors qu'il n'y a même pas vraiment de raison. Il y a personne qui en veut. Ils parlent de centaines de milliers de morts de jeunes, de jeunes, donc la jeune génération, ceux qui vont faire le futur. Enfin, je sais pas comment ils peuvent. Enfin, ils sont complètement tarés. Cette nouvelle puce de Google est une petite révolution et personne n'en parle. Surtout que si elle tient ses promesses, elle peut faire trembler tout le domaine de l'IA. Tout le monde connaît Nvidia, surtout pour leur carte graphique qui à la base servait aux gamers, puis à miner des crypto-monnaies. Et d'ailleurs pendant le confinement, c'était impossible d'en acheter. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'IA et là, les GPU sont devenus l'équivalent des barils de pétrole du numérique. Littéralement, tout tourne dessus. OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon. Ce qui est assez problématique parce que si Nvidia tombe, tout le monde tombe. Et Google veut casser cette dépendance. Et pas avec un GPU amélioré, mais avec une puce totalement différente. La TPU. Ce que personne ne sait, c'est que cette puce existe depuis 2013. Donc elle n'a pas été conçue pour battre Nvidia. Mais juste parce que, à ce moment-là, Google a paniqué en captant que si chaque utilisateur d'Android utilisait la recherche vocale 3 minutes par jour, eh bien il devrait doubler ses data centers juste pour faire marcher l'IA. Qu'à cela ne tienne, ils ont décidé de fabriquer leur propre puce spécialisée pour l'IA, contrairement aux cartes graphiques d'Nvidia. Et aujourd'hui, leurs plus gros modèles tournent déjà sur TPU. Et on remarque un truc, c'est que leurs modèles d'IA sont déjà les plus performants. Avec VO3, le nouveau modèle de Gemini, Nano Banana Pro, on se rend compte qu'il y a un énorme gap entre Google et les autres. Ce qui est fou avec cette puce, c'est qu'elle coûte moins cher à faire tourner, elle consomme moins d'énergie, elle exécute des tâches beaucoup plus rapidement. Et à l'échelle mondiale, on peut considérer que ça réduit l'impact énergétique de l'IA. Mais du coup, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Parce que la plupart des ingénieurs sont formés sur Nvidia, parce que changer tout un écosystème, ça coûte une fortune, et aussi parce que les TPU ne tournent que sur Google Cloud. Et ça, si Google l'ouvre au monde entier, ça peut rebattre toutes les cartes. On pourrait avoir une IA plus rapide, moins chère, moins dépendante de Nvidia, et plus durable. Parce qu'en vrai, on parle toujours des modèles d'IA, et la vraie révolution ne se trouve peut-être pas dans les modèles, mais dans les puces qui les font vivre. Et voilà pourquoi. En vrai, je le comprends Google d'un côté parce que c'est vrai que c'est une forme de sécurité déjà. Moi, ils sont pas dépendants d'eux, etc. Et puis aussi le petit détail qui peut les faire comme eux, ils en ont besoin pour leur IA. Donc ça veut dire que c'est personnalisé. Donc c'est vrai que je les comprends et que pour les gens, enfin, je comprends, c'est normal. J'ai vu des gens pleurer autour du camion parce qu'ils pouvaient manger jusqu'à la fin du mois. 6 euros les 15 kilos, ça revient si je me trompe pas à 40 centimes le kilo. On a gagné 1 euro par rapport à l'an dernier. Allez, on envoie, on est parti, on a la patate à Oni. Une des meilleures façons d'économiser sur tes courses, c'est de passer en direct avec l'agriculteur. Tu supprimes les intermédiaires et donc tu payes le vrai prix, qui est moins cher qu'en supermarché. Tu as des sites comme le court-circuit, cagette.net ou La Ruche qui dit oui, qui te permettent d'acheter local, frais et forcément moins cher. En vrai, je trouve quand même que c'est mieux parce que ça fait moins cher, ça arrange tout le monde. Et pour les paysans qui ont pas assez enfin, qu'il leur reste des restes, en fait, les paysans, ils peuvent les vendre au peuple et c'est vrai que, bah, au moins, ça arrange tout le monde. Donc, autant passer par ces sites, c'est le temps qu'on peut. Et au moins, on nourrit pas tout ce qui est agroalimentaire de supermarché.
L'OTAN vient de bloquer un compte bancaire estimé à plus de 100 millions d'euros appartenant au président Emmanuel Macron, ouvert aux États-Unis au nom de son épouse. Et ce qui se cache derrière cette décision provoque une onde de choc international. Selon des sources proches du dossier, cette mesure aurait été prise en urgence après la découverte de mouvements financiers jugés incompatibles avec le statut d'un chef d'État impliqué dans un conflit majeur. Le compte hébergé dans une grande banque américaine aurait servi à faire transiter des fonds sensibles, loin des regards officiels. Toujours selon ces mêmes sources, l'OTAN aurait estimé que Macron a dépassé une ligne rouge en s'impliquant personnellement dans la guerre opposant l'Ukraine à la Russie, sans mandat clair et sans l'accord total de ses alliés. Le gel du compte serait donc un signal de rupture, jamais vu entre une alliance militaire et un président en exercice. En France, l'information provoque stupeur et colère. Comment un président a-t-il pu détenir une telle somme à l'étranger, au nom de sa femme, pendant que le pays traverse une crise profonde ? Simple précaution financière ou préparation d'une fuite politique? Une question obsède désormais toutes les capitales. Ce blocage n'est-il que le début d'un démantèlement total du pouvoir de Macron ou l'annonce de sa chute imminente? Bah, c'est con pour lui parce que je suis sûr qu'il s'attendait pas à ça. Et puis là, en moins, on verra d'où ça vient et on verra est-ce que c'est détourné ou pas. Mais de toute façon, lui, dans tout ce qui traîne, il y a des problèmes. Ce n'est pas une simple mine de roche, mais une mine aux propriétés particulières. On dit que l'air de cette grotte a le pouvoir de désinfecter, de tuer les bactéries et même de soigner certaines maladies. Mais est-ce vrai? En réalité, il s'agit de la mine de sel Salina Turda, située en Roumanie. Elle s'enfonce à 112 mètres sous terre et ses premières traces d'exploitation remontent à il y a plus de 2000 ans. L'extraction y a cessé en 1932, puis, en 1992, le site a été transformé en parc à thème souterrain. Aujourd'hui, tout le gouffre ressemble à une véritable ville sous terre, impressionnante et spectaculaire. L'air de la mine est riche en ions négatifs, avec très peu de poussière et de polluants. La température et l'humidité y restent stables toute l'année et la forte concentration en sel empêche les bactéries de se développer, créant ainsi des conditions idéales pour la santé respiratoire. Selon certains experts, le climat unique du lieu pourrait réellement soulager certaines maladies respiratoires, ce qui attire chaque année des millions de visiteurs venus vivre cette expérience souterraine exceptionnelle. En vrai, j'ai trouvé ça très joli et très intéressant en vrai quand même, mais c'est immense comme grotte. Enfin, je sais pas comment ils l'ont creusé, mais elle a l'air immense et très 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 jolie. Mais bon, sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.